Bonsoir, heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du 7-8, le journal sur TV Fil 78. Voici les titres de ce 3 septembre. Incivilité, violence. Alain Hajaj, le maire PCF de la Verrière, demande une nouvelle fois un renforcement de la présence policière dans certains quartiers, mais aussi des moyens à l'État pour agir sur un plan social. La route départementale 30 qui relie Plaisir et Elancourt, fréquemment embouteillée, va enfin connaître des travaux d'élargissement. 2 voies supplémentaires, le chantier débute ce mois-ci. L'équipe de France de football revient dans les Yvelines après son beau parcours lors du mondial brésilien. Les joueurs rencontreront en amical l'Espagne jeudi soir au Stade de France. L'actualité aujourd'hui, 3 septembre, c'était la grande première du mercredi matin. Travailler dans les écoles publiques, une nouveauté mise en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et accueillie plus ou moins bien par les familles. Nous sommes allés à leur rencontre dans les communes de Plaisir et de Rambouillet, là où la classe le matin finit dorénavant à 11h54, un horaire très précis qui laisse certains parents assez perplexes. Écoutez. C'est assez étonnant. Après, que ce soit 11h54 ou midi, ça ne change pas grand-chose. Voilà, il en a été décidé comme ça. C'est étonnant, mais bon. J'ai pas très bien compris le 11h54. Puis ça fait déjà des grosses journées, ça fait déjà 3h le matin, là ça leur fait une demi-heure de plus. Ce que ça change pour moi déjà, c'est surtout au niveau des enfants, de les lever 5 jours de suite par semaine, c'est toute une réorganisation. Je trouve que c'est pas très bien parce que le mercredi c'est une pause pour la semaine. Donc voilà. Déjà, pour moi, il y a plus d'écoles, c'est bien et en même temps c'est un peu embêtant. Voilà, parce qu'on ne peut plus faire d'activité le mercredi matin. Il va falloir qu'on s'arme de patience, trouver les nourrices, avoir le fonctionnement si les grands-parents ne peuvent pas venir garder les petits-enfants, une organisation différente. Moi, il allait au centre de toute façon du matin, 7h30 à 18h30. Donc aujourd'hui, c'est exceptionnel que je vienne le chercher, mais il ira au centre quoi qu'il arrive. Donc pour les gens comme moi, ça change absolument rien. Ce que j'aime pas, c'est juste qu'on se lève tôt le matin. Ça a changé, on peut voir plus les copains et on peut apprendre plein de choses aussi. Éducation toujours, c'est en ce moment que se jouent les derniers ajustements de la carte scolaire en fonction des effectifs. Dans les Yvelines, 10 classes supplémentaires ont été ouvertes et 2 fermetures prononcées depuis lundi. Exemple à Atrappes, l'école maternelle du Berceau qui bénéficie d'une 5e classe, ou encore l'école Curie d'une 8e classe. Alain Hajaj, bonsoir. Vous êtes le maire communiste de la ville de la Verrière, vous êtes l'invité du journal ce soir. Avant de parler tout à l'heure de votre nouvel appel à l'État afin d'obtenir des moyens pour votre commune, pour mener une politique pour les citoyens, un mot sur cette rentrée scolaire qu'on a abordée brièvement au début du journal. Comment se mettent en place les nouveaux rythmes dans votre commune? On ne termine pas à 11h54 dans la semaine. C'est déjà assez compliqué comme ça. Si en plus nous donnons des horaires incompréhensibles pour les enfants et pour les parents, ça serait difficile. Non, la rentrée s'est plutôt bien passée. J'ai effectivement fait la tournée avec le sous-préfet de Rambouillet des écoles hier matin, rencontrer les enseignants, les parents, les enfants, bien accueillis. On l'avait préparé en amont. Il y a des activités pour les TAP, on en parlait hier avec le responsable académique sur ce plateau, de ces activités qui sont proposées aux enfants en dehors donc des périodes scolaires. Certaines communes ont fait le choix de la garderie, vous n'avez pas fait ce choix? Non, on a fait le choix d'activités diversifiées, sportives, culturelles, artistiques, de détente, de découverte, donc toute une panoplie par cycle de 6 semaines qui correspondent entre 2 vacances scolaires. Et les enfants tournent autour de ces ateliers que nous mettons en place. Donc ça leur permet effectivement d'avoir des nouveaux apprentissages, peut-être aussi le moyen de se mettre en valeur, de réussir. C'est important. Alain Hajaj, vous restez en plateau avec nous. Vous allez découvrir, comme les téléspectateurs, la suite de ce journal. Il est question à présent d'urbanisme, de transport. Après des années d'hésitation, le projet de doublement de la RD30 prend forme. De lourds travaux à attendre. Un moyen de relier le nord et le sud du département. Les riverains sont inquiets. Claire Cambier et William L. Depuis 20 ans, le doublement de la RD30 est un projet, mais aujourd'hui, ça y est, cet aménagement devient réalité. Le but, fluidifier le trafic et décharger le centre-ville de Plaisir, mais aussi pallier un manque de liaisons routières nord-sud dans le département. On a toutes les liaisons est-ouest qu'on veut, à 14, à 13, National 12, National 10, tout ça converge très bien vers Paris, mais quand on veut aller du nord du département au sud ou du sud au nord, là, il n'y a pas de route. Le projet a soulevé de nombreuses inquiétudes des riverains. Il y a encore quelques années, les opposants affichaient clairement leur opposition, crainte d'un trafic accru, d'un manque de liaison avec les quartiers de Plaisir et de solutions de circulation douce. Aujourd'hui, aux alentours de la RD30, les habitants restent mitigés. Déjà, on a pas mal de bruit.
Et puis bon, on a peur d'avoir des soucis au niveau des affaissements des maisons, tout ça, quoi. Ça va décongestionner la route là parce que c'est toujours encombré. Les enfants, s'ils veulent accéder à traverser, ils ne peuvent plus. Alors ils ont dit un souterrain peut-être, mais ça va prendre du temps. La principale crainte reste le manque d'accès à leur domicile. Alors qu'en est-il réellement? Les voies seront doublées entre la RN12 au sud et la RD11 au niveau du rond-point du Petit Saint-Cloud. Le long de cette 2 fois 2 voies, les carrefours seront aménagés, les giratoires du Petit Saint-Cloud et de Jules Régnier seront dénivelés, idem pour ceux du Pressoir et des Gâtines qui seront en plus regroupés en un seul rond-point. Le GR11 sera rétabli par une passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes. Enfin, la piste cyclable sera déplacée et rallongée pour rejoindre le quartier de la Clé-Saint-Pierre. Le projet devrait coûter près de 80 millions d'euros. Les travaux préparatoires ont déjà commencé. Le chantier routier débutera quant à lui en janvier pour une durée minimum de 18 mois. Et puisque nous parlons de travaux, l'avenue du Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux qui s'est refait une beauté durant les vacances, vous l'avez sans doute constaté, 2 mois de fermeture complète pour le pont qui enjambe la voie ferrée avec des déviations, une réouverture au début de cette semaine afin de mener à terme un chantier d'embellissement et de sécurisation. L'objectif est de permettre aux circulations douces de se développer. Alain Jage, le maire de la Verrière, qui est toujours en plateau. Il y a un autre pont. On va rester dans les chantiers, les travaux à venir pour les prochains mois. Un pont qui va connaître des réaménagements. Cela concerne la commune de la Verrière. C'est le pont Schouler qui est régulièrement embouteillé. C'est un pont qui, lui, enjambe la Nationale 10 en direction de Maurepas. Maurepas qui, d'ailleurs, ce soir organise une réunion publique d'information à l'hôtel de ville. Un projet auquel vous êtes associé. Une réunion publique aura lieu dans votre commune. Ce sera le 11 septembre à 20h au Scarabée. Vous attendez quoi de ce chantier? À quoi le futur pont pourra ressembler? C'est effectivement un projet que nous défendons depuis très longtemps avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Nous l'avons porté parce qu'il ne sert pas qu'aux habitants de la Verrière. C'est très clairement les habitants d'Élancourt, de Maurepas vont bénéficier d'un aménagement routier qui leur facilitera l'accès à la gare et au stationnement et qui favorisera surtout le déplacement des bus. Et donc on espère qu'effectivement les habitants de ce secteur prendront plus facilement le bus, laisseront plus facilement la voiture à la maison et donc soulageront à la fois les stationnements, les parkings et les circulations. Donc c'est pour nous, la Verrière, c'est la sécurisation des abords de la gare. On est toujours sur des risques accidentogènes importants sur ce secteur-là. C'est évidemment fluidifier donc notre petite zone d'activité que nous souhaitons redynamiser. Ces aménagements vont contribuer, participer à la redynamisation de la zone d'activité. Et puis pour nous, c'est une des étapes du projet de réaménagement de l'ensemble du secteur avec le carrefour de la Malmedonne et l'entrée de revue, parce que pour ceux qui situent peut-être un peu mal en fonction de leur situation dans le département, c'est par ce chemin-là qu'on accède principalement à la commune de la Verrière. Exactement. Voilà. C'est l'entrée de la Verrière, c'est l'entrée de l'agglomération, c'est l'entrée ouest de l'agglomération, c'est une entrée importante et aujourd'hui elle est très compliquée. Arriver à la Verrière par le pont Schouler et la Malmedonne est un exercice extrêmement difficile. Les Verriérois en général utilisent le téléphone portable pour piloter leurs visiteurs jusqu'à leur habitation. Normalement, il y aura forcément, comme pour tous les travaux, des agréments pour les usagers. Vous allez veiller à ce que ce soit au minimum, on l'imagine. Ça fait partie du cahier des charges. Bien sûr, donc la communauté d'agglomération qui est maître d'ouvrage intègre tous ces éléments pour qu'on puisse continuer de circuler. Mais on sait faire aujourd'hui ce genre de grands travaux. Surtout que le pont était prêt à accueillir un nouveau tablier. Et donc les travaux sont somme toute importants, mais pourront être réalisés en maintenant la circulation. 2 réunions publiques, une ce soir à Maurepas ce mercredi soir et puis l'autre ce sera le 11 septembre à la Verrière. Nous en parlerons demain dans une prochaine édition du journal. On quitte ce pont Schouler une nouvelle fois. Vous avez interpellé l'État pour obtenir des moyens à la fin de l'été. Une nouvelle fois car vous l'aviez déjà fait l'été dernier lors des émeutes qui s'étaient déroulées à Trappes qui avaient touché une partie aussi de votre commune. Vous parlez de désintérêt, on va résumer ça comme ça, du gouvernement pour la commune, pour la politique que vous menez. Cette fois-ci c'est une agression fin août qui a été la goutte de trop. On peut peut-être revenir sur cette agression, sur cette personne malvoyante. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du mois d'août dans la commune? Alors, ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. Nous avions interpellé l'État avant et sur un autre sujet. Mais vous l'avez refait mais on l'a refait à l'issue, évidemment, de cette agression. Il y a une personne malvoyante que nous connaissons bien dans la ville, qui est installée depuis longtemps, qui
a été effectivement agressé, à qui on a soutiré de l'argent dans un distributeur automatique, et donc une agression particulièrement odieuse. Et évidemment, nous sommes en rapport avec la police pour que la lumière soit faite sur cette affaire et qu'on puisse interpeller les responsables. Des agressions de même nature avaient d'ailleurs eu lieu cet été dans plusieurs communes de la région parisienne, donc ce n'est pas spécifique. Mais sur votre commune, c'est un fait ponctuel ou véritablement c'est un problème récurrent? Vous demandez des moyens de police pour des opérations dans le secteur d'Orly Park et de la gare, plus précisément? Non, ce sont des faits ponctuels, heureusement. Par contre, il est vrai que sur le secteur de la gare, nous sommes confrontés à une situation qui n'est pas acceptable, hein, de trafic, de perturbations qui gênent le fonctionnement du centre commercial, qui gênent la population, qui mettent en insécurité. Donc notre dispositif de vidéoprotection qui est en cours d'installation, le chantier a démarré, va contribuer. Le travail que nous faisons avec la police devrait y contribuer, mais il est vrai que nous faisons partie des communes et des collectivités qui réclamons effectivement les moyens de police nécessaires. Aujourd'hui, vous avez quels moyens de police? Alors nous n'avons pas les moyens de police, c'est évidemment le commissariat d'Élancourt qui couvre notre commune. Moi j'aimerais bien que le commissariat d'Élancourt soit renforcé en effectif. Il l'a déjà été, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire de manière à ce que le travail efficace que nous conduisons avec le commissaire de police, on se voit régulièrement, nous coordonnons nos actions, nous avons un CLSPD, un des plus actifs du département, nous le réunissons encore dans 15 jours. Donc nous avons un vrai travail de concertation, mais face aux problématiques aujourd'hui liées à la tranquillité, il faut plus de moyens, une meilleure coordination et effectivement un travail en amont, un travail social auprès des populations les plus en difficulté. Mais vous n'avez pas décidé de mener une politique sécuritaire? Pas du tout. Voilà. C'est pas du tout. C'est un élément d'une politique plus générale. L'interpellation que nous avons faite auprès de l'État, par contre, c'est effectivement le risque de retrait des cités Orly Park de la géographie prioritaire et donc la perte de moyens extrêmement importants à un moment où, par ailleurs, nous avons la réforme des rythmes scolaires que nous avons évoquée qui nous coûte, et par ailleurs, l'État a décidé de baisser les dotations aux collectivités, donc nous sommes aujourd'hui au bord de l'étranglement et de l'asphyxie, alors que les problèmes des populations de nos quartiers augmentent, chômage. Vous parlez des quartiers prioritaires, justement, pour repréciser les choses. Ça représente quoi comme budget qui est versé par l'État pour aider ces quartiers-là? Est-ce que vous allez perdre aussi, puisque vous l'avez dit, il y a une partie de la ville, de la géographie de la ville, qui ne fera plus partie des quartiers dits prioritaires, puisque l'État régulièrement redéfinit les périmètres à travers la France? Exactement. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir ce que nous allons perdre, parce que ce n'est pas que l'État, mais par exemple, le Conseil général nous verse, la Caisse d'allocation familiale, le Conseil régional nous verse, parce que nous sommes en géographie prioritaire, des aides et des subventions. Aujourd'hui, au bas mot, c'est 200 à 300 000 euros d'enjeux pour notre collectivité, ce qui est énorme à l'échelle de notre commune. Ça pourrait être éventuellement plus. Mais c'est aussi toute une dynamique avec les acteurs qui risquent d'être mis à défaut. Donc, pour nous, c'est le retrait de la moitié de nos habitants. Nous avions aujourd'hui 70% de nos habitations qui étaient en géographie prioritaire. Seul le Bois de l'Étang serait maintenu. Mais nous avons bon espoir que nous avons lancé une campagne de pétition. Imaginez, en quelques semaines, en plein été, en plein mois de juillet, nous avons recueilli 1000 signatures pour une commune de 6000 habitants. Donc c'est dire d'ailleurs que les citoyens comprennent bien les enjeux et participent à la défense des intérêts de leur commune quand ceux-ci sont touchés, concernés. Et justement, ces citoyens, nous sommes allés les rencontrer pour voir s'ils se sentaient en sécurité dans leur ville. La question peut surprendre, mais vu les problèmes qui sont rencontrés, elle est légitime. Êtes-vous en sécurité dans votre ville? C'est la question que nous avons posée à quelques Verriérois et Verriéroises. Moi, j'ai pas aucun souci. Les jeunes, il suffit de leur parler, ils sont tranquilles. Aucun souci. En général, ça va, il n'y a pas de souci. De mon coin, oui. Sinon, pas forcément dans le centre, côté gare. Voilà, il y a souvent des voitures quand même brûlées et quelques personnes qui traînent un peu. Donc, je pense qu'en sortie de gare, on n'est pas très rassuré. Il y a toujours les mêmes problèmes, hein. C'est partout pareil, mais sinon à la VR, moi je me sens tout à fait en sécurité. Pas du tout. Le soir, on entend les voitures qui crament, les jeunes qui hurlent. En 20 ans, c'est devenu de pire en pire. Ma petite voisine, c'est qui s'est fait agresser à la banque postale. Personnes qui sont malgré tout inquiètes, ça reflète le sentiment que vous en avez? Écoutez, d'abord, j'ai entendu plus de gens qui se sentaient rassurés. Oui, mais c'est l'ambiance générale. Il faut voir
aujourd'hui dans notre pays. Le sentiment d'insécurité n'est pas que de l'insécurité liée à la tranquillité, c'est un problème d'insécurité économique, un problème d'insécurité sociale, et l'ensemble combiné donne effectivement pour notre population des craintes et une vision quelquefois un peu négative de leur environnement. Donc d'où la nécessité d'être extrêmement réactif, présent, d'accompagner et d'expliquer aussi. Mais la Verrière n'est pas plus insécure que la commune d'Elancourt ou que la commune de Billancourt. La question de la sécurité, c'est véritablement quelque chose qui est important pour les Bien citoyens sûr, au quotidien. évidemment. Ça fait partie forcément de la dernière campagne des municipales. Évidemment. Votre opposant avait fait l'un de ses points forts de sa campagne autour de ça, Nicolas Dainville, qui siège au conseil municipal dans l'opposition. Nous l'avons rencontré. Voici ce qu'il pense de la question de la sécurité. Vous pourrez bien sûr lui répondre. Un climat de peur qui est inacceptable et qui est de moins en moins tolérable. Les habitants, ils en ont ras-le-bol. Il y a eu des actes d'agression dans le tunnel souterrain, sous la gare, au centre commercial, dans les halls d'immeubles, dans les caves. Nous, on demande des actions d'urgence. Nous, on voudrait plus de policiers municipaux. On n'a que 3 policiers aujourd'hui. On aimerait bien doubler le nombre de policiers municipaux, plus de présence également de ces policiers, qui ne soient pas uniquement dédiés à la verbalisation ou à la circulation, mais aussi à la prévention et puis une présence de terrain, y compris la nuit. C'est fondamental si on veut rétablir un climat de sécurité dans notre ville. Votre opposant de droite qui vous demande plus de policiers municipaux, c'est envisageable ? Écoutez, mon opposant de droite a un discours contradictoire puisqu'il soutient toutes les politiques d'austérité, la baisse des moyens pour les collectivités, et en même temps il demande plus de dépenses communales. Donc, après, ça peut être une réorganisation des priorités et des budgets. Encore il n'est pas là pour répondre, voilà, mais encore j'imagine qu'il explique quelle réorganisation. Je ne crois pas que la question soit les interventions de police municipale. Ce n'est pas de la vocation de la police municipale d'intervenir sur des actes de cette nature. La police municipale contribue à la tranquillité là il parle de verbalisation. La police municipale, vous savez, son action principale, c'est les conflits de voisinage. Elle intervient beaucoup sur ces questions-là, dans les cités, dans les zones pavillonnaires et autres, sur la circulation, la prévention. Par contre, le travail de coordination, ça relève de la police nationale, et donc c'est effectivement la police nationale qui doit avoir ses moyens adaptés, pas simplement renforcés, mais adaptés aux formes nouvelles de délinquance. Quant à la description qu'il fait, vous voyez bien qu'elle n'est pas tout à fait en accord avec ce que les Verriérois disent. Il ne passe peut-être pas assez de temps. La Verrière est beaucoup plus tranquille qu'il ne veut bien le dire. Mais la situation, je comprends les préoccupations des habitants, et nous n'avons pas attendu évidemment l'opposition pour développer. Cet été, nous avions par exemple des équipes sur le terrain jusqu'à 3h du matin. De policiers municipaux ou des gens qui ont été rappelés en renfort pour... Des effectifs de médiateurs que nous avons mobilisés pour assurer une présence autour de nos cités, de nos centres commerciaux. Ça dépendait des moments, puisqu'on a essayé d'adapter. Vous savez, ça coûte très cher, donc il faut adapter. Donc, en fonction des horaires, des week-ends, nous avons une présence. Les commerçants ont bien apprécié, la population a bien apprécié cette action. Nous allons prolonger le temps que nous puissions trouver des solutions plus pérennes. Vous nous dites, et ce n'est pas la première fois que vous interpellez le gouvernement, vous avez lancé une pétition aussi, le gouvernement qui n'a pas répondu l'année dernière. Pourquoi il vous répondrait cette année? Et s'il ne vous répondent pas, comment vous voyez l'avenir, plus simplement? Écoutez, d'abord, les Verriérois sont très, très mobilisés. L'État local m'a répondu. L'État local, le préfet, en l'occurrence par l'intermédiaire du préfet, soutient notre proposition de maintien des moyens pour la Verrière. Donc, je l'en ai remercié, évidemment. Donc, nous avons demandé un rendez-vous. Nous avions obtenu un rendez-vous avec Mme Belkacem, Vallaud Belkacem. Malheureusement, elle n'est plus ministre de la Ville. Donc, il faut recommencer nos demandes de rendez-vous. Ça ne nous aide pas, ces changements gouvernementaux, au-delà des choix politiques. Et donc, on a bon espoir de se faire entendre parce que nous sommes depuis 30 ans en politique de la ville. Nous avons utilisé de bonne manière l'argent public en rénovant nos cités, en construisant des équipements, en les maintenant, en mettant en place des actions. Ça serait vraiment dommage que notre population soit pénalisée alors nous avons les revenus les plus bas de l'agglomération avec Trappes. Mais de manière incontestable, notre population a des revenus qui sont 2,5 fois, 3 fois inférieurs à ceux de voisins bretonneux, par exemple. On ne va pas s'en satisfaire, mais c'est une réalité. Et il faut bien que, évidemment, dans ces moments où les collectivités locales ont moins d'argent, nous puissions continuer d'être accompagnés. La communauté d'agglomération, le député de la circonscription vous soutiennent ?
Alors, la communauté, je me suis adressé évidemment au président de l'agglomération que je vais voir la semaine prochaine. Il est venu à la Verrière. J'ai eu un accord, un appui oral. J'imagine qu'il va défendre notre position, tout comme évidemment le député, ancien ou nouveau, le temps qu'il se mette pour siéger. Évidemment, l'accord. Tant que Benoît Hamon récupère cette circonscription, puisque c'était son suppléant. Et bien évidemment, nous le ressollicitons et nous souhaitons qu'il nous accompagne dans cette démarche qui est vitale pour l'avenir de notre commune. Merci Alain Jage, maire PCF de la ville de La Verrière, d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer la situation que vous rencontrez dans votre commune. Merci à vous. On quitte la politique pour le sport à présent. Ils sont de retour dans les Yvelines. Ils préparent leur première sortie depuis le mondial brésilien. Ce jeudi, l'équipe de France va affronter en amical l'Espagne. Les Bleus se sont retrouvés traditionnellement à Clairefontaine, dans les Yvelines, pour préparer la rencontre. Un match qui démarre une période de 2 ans avant l'Euro 2016, durant laquelle les statuts des titulaires pourraient être remis en cause. C'est en tout cas l'avis d'Anthony Reich. Voici son reportage. À très court terme, ils n'ont pas grand-chose à craindre. Les mondialistes ont toujours la confiance de Didier Deschamps, mais la situation en club de certains joueurs pourrait menacer leur place en sélection. Réserviste au Brésil, Alexandre Lacazette profite de la blessure d'Olivier Giroud pour réintégrer le groupe et il compte bien y rester. Comme je l'ai dit, de rester déjà dans le groupe des 23, parce que j'ai pu être dans le groupe des 30, mais après... à moyen ou long terme, rester dans le groupe des 23 et participer à l'Euro 2016. Didier Deschamps appellera les plus performants et ceux qui jouent dans leur club. Cet été, Antoine Griezmann a changé de tunique et de niveau en signant chez le vice-champion d'Europe, l'Atlético de Madrid. Recruté pour 30 millions d'euros, les colchoneros s'attendent que le Français devienne une pièce maîtresse du jeu madrilène. Mais chez les Bleus, il continue de faire profil bas, même après la retraite de Franck Ribéry. Qui est Franck ou non, ou que ce soit pour un autre joueur, tout le monde a ses responsabilités. Et moi, je fais pas trop attention, sinon jouer mon jeu et sans me prendre la tête et à me faire plaisir en dehors et sur le terrain. Prendre le pouvoir, il n'y a pas de pouvoir à prendre, sinon jouer notre jeu et prendre du plaisir et essayer d'amener l'équipe de France le plus haut possible. Nul doute qu'au Stade de France, face à l'Espagne, les joueurs titulaires voudront marquer des points pour leur avenir en bleu. Football toujours, mais à un autre niveau. Elancourt organisait ce week-end son premier tournoi des moins de 14 ans des partenaires de la JOXR. L'occasion pour les jeunes de défier de futurs professionnels et puis pour les entraîneurs de peaufiner leurs réglages avant la reprise du championnat. Tous les yeux sont braqués sur ce maillot blanc, celui des joueurs de la JOCR. Pour son premier tournoi des partenaires de la JA, Elancourt accueille 7 équipes et les jeunes footballeurs de l'OSC ne sont pas du tout impressionnés par leurs prestigieux visiteurs du jour. Non, on aborde les matchs comme il faut, il n'y a pas de pression. On est là pour montrer notre niveau et voilà, on est là pour montrer ce qu'on sait faire. Si les clubs amateurs ont tout juste repris la direction du terrain, de leur côté, les Bourguignons s'entraînent déjà depuis le 17 août. Auxerre vient à Elancourt pour valider sa préparation estivale. Le championnat pour nous reprend le 13 septembre, je crois, et donc ça nous permet de voir un petit peu leur écoute par rapport à ce qu'on leur a demandé pendant 15 jours de préparation et voir un petit peu où on en est, quoi. Il n'y a que très peu de tournois U14 dans la région, alors quand la JOCR se déplace à Elancourt, c'est l'occasion pour les jeunes joueurs de se montrer sous les yeux des professionnels. Je pense qu'on est plus dans un début de saison, d'accord. On est au début de la saison, donc je pense que c'est un moyen pour tous les entraîneurs de faire un tour d'horizon. Je pense aussi que quelque part, pour la JOCR, c'est un moyen d'avoir l'œil aussi sur certains joueurs, oui, c'est sûr. Sans trop de surprise, la JOCR a remporté ce premier tournoi U14 devant Bretigny et Elancourt. C'est une information communiquée à la fin du mois d'août. À partir du 18 février, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir les championnats du monde de cyclisme sur piste. Anthony Reich. Pour l'instant, les tribunes sont vides, mais dans quelques mois, elles pourraient bien entendre résonner de nombreuses Marseillaises. Avec l'attribution par l'UCI des championnats du monde sur piste 2015 à la France, du 18 au 22 février prochain, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines vivra un an à peine après sa naissance, le premier grand moment de sa jeune vie. C'est une page d'histoire, sans fausse modestie, mais quand même, organiser en France un championnat du monde, c'est une des pages de l'histoire d'une fédération qui est centenaire. Donc on est des personnes qui sommes en capacité de porter un projet comme ça.
on laissera à un moment donné dans le grand livre d'histoire de la fédération cette trace, c'est fabuleux. L'événement majeur du cyclisme sur piste retourne en France 9 ans après les mondiaux de Bordeaux. Une occasion unique pour la génération dorée des Pervis, Boger et Almeida de dominer la planète à domicile avant les Jeux Olympiques de Rio. Et dans cette quête, l'équipe de France pourra compter sur le soutien des 5000 personnes que peuvent contenir les gradins du Vélodrome. Donc il faut vraiment dire au public français, soyez là, derrière vos coureurs, ils attendent ça. Ils attendent d'être vraiment portés par leur public pour dire oh, ce chaudron-là, il était fabuleux et ce Vélodrome national, du coup, devient une référence mondiale. Au dernier championnat du monde colombien, la France avait décroché 4 titres, dont le triplé historique de François Pervis et une médaille de bronze en vitesse par équipe. Sport toujours, si vous avez envie de vous essayer au golf, jusqu'au 6 septembre, l'espace commercial Saint-Quentin à Montigny propose une animation gratuite de 10h à 20h pour vous donner les premiers conseils des spécialistes du golf. Des spécialistes du golf interviennent de l'île de loisirs de Trappes. Des cadeaux sont aussi à gagner. Les amateurs ont d'ores et déjà testé leur technique. Il faut arriver à se concentrer, à être bien constant dans le geste, être très souple, tout en étant ferme. C'est pas facile. Ouais, il faut juste rester concentré et puis tirer quoi. Non, moi au bout de 2-3 fois ça va, j'ai réussi. C'est très amusant, j'aime bien faire ça. Tu as une intention d'en faire plus tard ? Oui, je pense que je vais en refaire parce que c'est super bien. Pour ceux qui veulent, comme cette petite fille, poursuivre l'aventure, le golf saint-quentinois organise 2 journées portes ouvertes. Ce sera du 12 au 22 septembre. Le 7-8, le journal revient demain jeudi en direct à 18h pour une nouvelle édition. Excellente soirée sur notre antenne avec un nouveau numéro pour cette saison de Kiosque, le magazine de la culture.